du code pénal qui prévoit que si vous avez connaissance de faits de maltraitance sur le plan physique ou sexuel, vous êtes tenu d'avertir les autorités, d'informer les autorités que tel enfant ou telle personne vulnérable est victime potentiellement de ces faits de maltraitance. Sauf si vous êtes soumis au secret professionnel. Il y a toute une catégorie, notamment les médecins, qui sont soumis au secret professionnel et qui n'ont pas cette obligation. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'ils ont la possibilité face à des connaissances, des informations de ce type-là, de porter à la connaissance du procureur, de faire ce qu'on appelle un signalement. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a dans les tuyaux un projet de loi, semble-t-il, qui amènerait à, entre guillemets, contraindre les médecins, comme les autres personnes de la société civile, à apporter ces informations. Le stress post-traumatique, ça peut être quelque chose d'extrêmement violent, hein. Ça peut conduire à la mort. Hein. Ces décharges d'adrénaline, de cortisol, une mort exceptionnellement immédiate, bien sûr, mais au vu des conséquences sur la santé, c'est gravissime. Alors, par ailleurs, les informations préoccupantes, il faut avoir du temps. La médecine générale, actuellement, c'est plus possible. De plus en plus, on va voir le médecin pour un symptôme, pour une seule raison. Il n'y a plus le temps d'en prendre deux, donc il n'y a pas le temps d'entendre la plainte du patient. Et puis, c'est une procédure qui est quand même assez... Bon, il faut étayer, c'est un peu long, ça prend du temps, ça... Alors, je ne sais pas quelle est la proportion d'informations qui sont transmises par les médecins. Juste un mot sur la pratique. Il y a beaucoup de signalements, beaucoup d'informations préoccupantes qui sont transmises à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Qui est complètement débordée, ça dépend du conseil départemental, elles ne savent plus comment faire, elles croulent sous les informations préoccupantes, en sachant que la loi leur demande de déposer un rapport dans les 3 mois, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles évaluent en 3 mois une situation qui apparaît préoccupante, qui leur a été signalée. Alors, ça peut être le médecin, ça peut être l'école, il y a beaucoup l'école, hein, il y a beaucoup l'école. Avec généralement la difficulté, c'est que les parents informés qu'il y a une information préoccupante et qui font l'objet d'une enquête, on en a plein dans les procédures pénales qui à ce moment-là déménagent, partent dans un autre département et à ce moment-là il faut tout recommencer parce que c'est plus de la compétence du Morbihan, c'est le Finistère ou c'est... Voilà. Donc c'est extrêmement compliqué à gérer, mais il y en a des quantités et une fois que l'évaluation elle est faite au bout de 3 mois, avec les informations qu'elles ont, ces éducatrices, parce que ce sont des éducatrices, elles vont préconiser de proposer un contrat d'aide administrative, ou alors s'il y a une situation qui est beaucoup plus préoccupante, de saisir le juge des enfants, ou si elles ont le sentiment qu'il y a du pénal, de saisir tout de suite le procureur, qui à ce moment-là, lui, a à sa disposition des tas d'outils, mais il y en a beaucoup. En tout cas, moi je parle du Morbihan, il y en a beaucoup. Mais avec la limite des outils qu'elles ont, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas 10 000 à s'occuper, elles ont un nombre incroyable et elles sont très peu en fait à pouvoir gérer ça. Donc évidemment, faire une enquête en 3 mois quand vous êtes débordé, je pense que la qualité en pâtit un peu, mais c'est la réalité de notre système. À tous les niveaux, aujourd'hui, et c'est un constat que nous avons tous et toutes fait, le nombre de signalements augmente parce que la parole aussi se libère, et ce qui est très bien, et donc continuons ainsi. La CRIP, effectivement, est débordée, les tribunaux judiciaires sont débordés, les commissariats et gendarmeries sont débordés. Pour autant, nous, c'est notre travail de recueillir, je parle pour moi du coup, de recueillir les plaintes et d'effectuer les enquêtes. Vous reveniez sur ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'apporter les éléments matériels.
c'était pour expliquer pourquoi parfois vous pouviez ressentir une sorte d'intrusion de notre part. Maintenant, si la victime arrive et n'a pas d'éléments à nous apporter, peu d'éléments à nous apporter parce que mémoire oubli, amnésie totale, partielle, ou parce que absence de témoins, quand la victime est seule avec l'agresseur dans une pièce, c'est la parole contre la parole, de l'un contre la parole de l'autre. Maintenant, on prend tout. Ensuite, on effectue l'enquête et puis on remonte la procédure au niveau du parquet. Mais on prend tout ce qu'il y a à prendre. Et ne serait-ce que, comme disait Astrid tout à l'heure, le fait pour une victime d'être entendue, alors soit par les forces de l'ordre, soit par d'autres personnes, déjà le fait pour la victime de se rendre compte qu'elle est entendue et elle est crue, c'est beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup, et c'est vrai que parfois certaines victimes ont besoin de ça et ne souhaitent pas forcément poursuivre et judiciariser l'événement, mais déjà le fait de se sentir cru et écouté est déjà beaucoup et va les aider. Parmi toutes les victimes, il y a une espèce d'amalgame qui se fait, comme le dit très bien Élodie, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des personnes, que ce soit la gendarmerie, que ce soit le psychologue, que ce soit quelqu'un à qui vous avez décidé de raconter ce qui vous arrive, c'est une reconnaissance. Mais c'est vrai qu'en droit, le juge, il a besoin de preuves. Vous voyez, dans mon histoire, même s'il y avait l'imprescriptibilité, c'est-à-dire que j'avais la possibilité aujourd'hui, parce que mon oncle est toujours vivant, de porter plainte, ce serait une double peine, ce serait le traumatisme que je promène depuis plus de 50 ans, et puis en même temps, ce serait voué à l'échec. J'ai aucune preuve. Tout ce qui s'est passé entre lui et moi. Donc, il faut bien prendre conscience de ça. Et puis, un peu par rapport à la question qui était posée par Françoise, parce que je connais, tu as parlé de... Enfin, je crois que tu as employé le mot de banalisation de... je pense que les victimes, en fait, il y a... Ça a été dit d'ailleurs très bien dans les vidéos, il y a la honte, il y a la culpabilité. Je reviens à l'histoire de Céline Gréco, la deuxième personne qui a parlé, professeure de médecine. Si vous lisez son livre, elle raconte, mais tout au long de son livre, elle a émis des signaux, du CP jusqu'à la seconde. Elle espérait que, un coup, le médecin, peut-être, parce que elle avait beaucoup maigri, ou un professeur, parce que tout d'un coup, elle travaillait plus, ou elle surtravaillait, comme il a été question. Tout un tas de comportements qui, effectivement, quand elle le raconte, on se dit « Ah bah oui, quand même, ça aurait dû voir ». Eh ben non. Il a fallu attendre qu'elle soit en seconde pour que finalement quelqu'un, c'est pas le fait du hasard, je crois pas au hasard, mais que quelqu'un se dise, bon sang de bois, cette jeune fille-là, ça va pas. À propos de la honte et de la culpabilité, il faut dire que c'est l'agresseur qui envoie ça à la victime en lui disant qu'il vaut rien, qu'il est nul. Et dans les études après d'estime de soi de gens qui ont subi des agressions, l'estime de soi, il est 40 ans après, 50 ans après, c'est zéro. Hein. C'est quand même... c'est la perversion de l'agresseur qui mène à ça. Hein. On a souvent entendu, quoi. C'est pas la banalisation de la chose, c'est que les gens n'en parlent pas non plus parce que ils sont persuadés d'avoir favorisé l'agression, ou c'est parce qu'ils sont nuls ou autre. Je me rappelle d'une patiente qui me disait
Mon agresseur me disait, bah, tu vois bien, tu aimes ça, parce qu'elle avait un réflexe sexuel quand il y a une pression au niveau des organes génitaux externes. C'est un réflexe, il y a une lubrification qui se fait, hein, que le patient soit consentant ou pas. Et cette patiente, son agresseur en profitait en lui disant, mais tu vois bien que tu mouilles, tu es contente, hein, ça te fait plaisir. Donc, comment voulez-vous après aller porter plainte? Il y a cet effet aussi de sidération dans les agressions, et qu'elle soit unique, l'agression, ou qu'elle soit multiple et répétée. En fait, on peut se rappeler que la personne, elle est figée. Et le fait d'être figée pendant l'agression, eh bien, ça peut lui donner l'impression qu'elle a participé, ou en tout cas qu'elle a consenti à cette agression. Et ça, c'est vraiment important aussi à prendre en compte. Effectivement, une personne qui est agressée, parfois elle se fige, elle est tétanisée, elle ne peut pas réagir. C'est impossible. Elle ne peut pas dire non, elle ne peut pas dire oui, elle ne peut rien faire. Elle est juste paralysée par ce qui se passe. Et donc, ça peut aussi contribuer à cette culpabilité massive que la personne peut décrire par ailleurs, ultérieurement, puisqu'elle se dit « je n'ai pas dit non, je n'ai pas fui, je ne me suis pas levée pour partir ». Ben oui, mais vous ne pouviez pas, parce que vous étiez tétanisé par la peur, et que dans un réflexe de survie, votre corps, et psychiquement, neurologiquement, tout s'est arrêté. Voilà, ça c'est très important aussi à bien prendre en compte, il me semble. Et également, parfois, à force de pression mentale, psychologique, allez, viens, on le fait, allez, viens, s'il te plaît, sois gentil. Au bout d'un moment, la victime, elle lâche prise et se produit ce qui se produit. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, elle n'était pas consentante, et elle reste toutefois non consentante lorsque ça se produit. Peut-être que physiquement, elle ne réussira pas à réagir, mais psychologiquement, elle reste non consentante. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et effectivement, l'auteur jouera toujours sur cette notion de responsabilité. Non, mais tu m'as souri, tu étais gentille, voilà, au final, tu m'aimais bien, donc écoute, voilà, il s'est produit ce qui s'est produit parce que t'en as eu envie aussi, mais non. Comme on disait tout à l'heure, le corps n'appartient qu'à la personne qui l'habite. Hein. Il y a eu un slogan d'une action qui était menée par l'association Face à l'inceste en fin d'année dernière, qui s'appelait « Tous protecteurs ». Et pour faire avancer les choses, il n'y a pas 36 solutions, il faut que nous soyons tous protectrices et tous protecteurs. Parce que sinon, vous voyez, les choses n'avancent pas. Je parlais d'associations, il y en a énormément. Il m'arrive souvent de dire, il y en a peut-être trop, parce qu'elles ne se fédèrent pas entre elles, et du coup, elles n'arrivent pas à porter puissamment un message tout là-haut, là-haut. Vous avez vu la première vidéo, c'était un peu le bilan, le premier bilan, pensait-il, de la première Civise. 82 préconisations, c'était le 17 novembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors que c'était une commission a priori indépendante, tous les membres de la Civise ont été évincés ou ont démissionné par solidarité avec le président et la coprésidente, etc. Alors, que fait la Civise aujourd'hui? Si vous allez sur Internet, vous voyez début 2025, ils vous disent qu'au 4 octobre 2024, face à ces 82 préconisations, les ministres du gouvernement en cours d'installation n'ont pas eu le temps de rendre des arbitrages politiques. Alors comment voulez-vous que ça avance? On parlait juste avant de la responsabilité des médecins, la responsabilité du corps éducatif pour faire remonter les signalements. Mais en fait, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, vis-à-vis des victimes mineures, c'est la responsabilité de l'ensemble des personnes majeures qui les entourent. Mais n'oublions pas qu'il y a énormément de victimes passées majeures, du coup, qui n'ont
pas parler malgré le fait qu'elles souhaiteraient être écoutées, malgré les signaux faibles qu'elles envoient. Et c'est la responsabilité de chacun de les détecter, de prendre un temps pour parler avec ces personnes qui sont des amis, des collègues, des membres de la famille peut-être, et voir si ces victimes ont besoin d'être entendues par des professionnels en particulier.